Avec nous pour revenir sur cette semaine agitée en politique, j'accueille sur ce plateau Mickaël Darmon, éditorialiste I24 News. Merci d'être avec nous. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite. Bonsoir à tous les deux, messieurs. On le voit dans ce reportage, Valérie Pécresse, elle met en avant deux figures, deux femmes fortes, européennes. Qui sont ces vrais modèles en politique, Mickaël ? Là, évidemment, pour les besoins de sa campagne, elle a mis en avant Margaret Thatcher et Angela Merkel. Mais c'est l'Europe. En réalité, elle a aussi deux modèles qui l'ont guidée dans sa manière d'organiser une conquête et d'avoir une ambition. La première, c'est Michèle Alliot-Marie, qui a été la première femme à être élue à la tête du RPR au suffrage universel. Et la manière dont elle a monté les échelons les uns après les autres, sans être très spectaculaire, sans être effectivement très glamour, avec son côté effectivement aussi bon élève, eh bien, ça l'a pas laissé indifférente à Valérie Pécresse. On en a parlé des années de cela lorsque on parlait de Michèle Alliot-Marie. Et puis l'autre personne, eh bien, c'est Ségolène Royal, qui à partir du moment où en 2004 gagne sa région Poitou-Charentes. À ce moment-là, Valérie Pécresse me dit, voilà, à partir de maintenant, on s'aperçoit qu'à partir de notre région, on peut organiser une conquête politique. Mais quand elle a vu que Ségolène Royal s'était pris autant de coups pendant la campagne de 2007, elle sait que la route va être compliquée. Quand même. Elle le sait depuis le début. C'est la raison pour laquelle, lorsque on l'a vu dans le reportage, elle fait ce livre, elle publie ce livre, Être une femme politique n'est pas si facile, en pastichant une chanson célèbre, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle va devoir construire une personnalité, une femme de droite, qui à la fois sera à droite sur les questions régaliennes, mais comme elle me le dit à l'époque, moi je serai une bobo de droite, c'est-à-dire que je serai plus libérale sur les questions de société, et on a vu effectivement qu'elle méandre et le chemin sinueux qu'elle peut prendre, mais en envoyant en permanence des messages pour tenter d'élargir un électorat. Alors William Tay, cette semaine, 3 sondages qualifient Valérie Pécresse au second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il y a un effet curiosité ou c'est le début d'un socle un peu plus stable ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'un candidat est désigné à partir d'une primaire, il a un boost électoral dans les intentions de vote. On l'a vu avec François Fillon en 2016, qui était passé de 20 à 32%, et Benoît Hamon, qui était passé de 8 à 17%. Maintenant, il faut expliquer sur comment elle fait pour monter. En fait, elle prend environ entre 3 et 4 points en fonction des sondages aux électeurs de Fillon, qui étaient tentés par un vote soit de Zemmour, soit de Marine Le Pen. Elle prend environ 1 à 2 points sur Emmanuel Macron. Et le reste, en fait, c'est ce qu'on appelle l'abstention différenciée. C'est que les sondages d'aujourd'hui ne seront pas les intentions de vote de demain, parce que ceux qui se déclarent dans la participation, il y a plus d'électeurs de droite, donc plus d'électeurs de Fillon, donc ça fait augmenter mécaniquement Valérie Pécresse, et c'est pour ça en fait que les électeurs de gauche baissent. C'est pas qu'elle prend des voix de gauche vraisemblablement, c'est qu'en fait il y a plus d'électeurs de droite qui participent au vote. Ensuite, après, sur plusieurs points, c'est pour expliquer les ressorts de sa victoire. Elle a une ligne politique qui est proche de celle de François Fillon de 2016, c'est-à-dire libérale sur les questions économiques, susceptible de séduire les électeurs de Macron, et également très dure sur les questions régaliennes, immigration, sécurité, susceptible de séduire les électeurs de Zemmour et de Marine Le Pen. Et ensuite, après, elle a Patrick Stéphanie comme directeur de campagne, qui était le même que celui de François Fillon, qui lui fait un atout stratégique pour la campagne présidentielle, dans la mesure où François Fillon a toujours été Patrick Stéphanie a toujours été un acteur clé dans les guerres des droites. En fait, il a gagné en 95 dans la bataille entre Chirac et Édouard Balladur. Il avait gagné la bataille. C'est un faiseur de roi ou que c'est un faiseur de reine. Mais spécifiquement lorsque l'élection se joue à droite. Et donc, comme l'élection se jouera vraisemblablement à droite, c'est pour ça que Valérie Pécresse part avec un avantage significatif. Alors Valérie Pécresse, je vous le signale, sera face à BFM. Ce sera mercredi à partir de 20h50 sur BFM TV. Mickaël, comment est-ce que réagit l'exécutif face à cette candidate? Qu'est-ce qui se murmure dans les couloirs de Matignon et de l'Élysée? L'exécutif réagit entre déni et inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans les conclaves et les réunions depuis quelques jours au sommet de l'État. Certains disent non mais c'est pas un problème, elle va pas tenir, elle n'a pas le spectre électoral, elle n'a pas l'espace, elle tiendra pas. Et d'autres disent attention parce qu'il y a le moment femme dans la société. Et peut-être que le paradoxe, c'est que le quinquennat Macron a posé effectivement des combats très importants, violence conjugale, égalité salariale, et a sans arrêt expliqué que le temps des femmes était arrivé. Mais sans l'incarner. Et que peut-être, eh bien voilà, avec cette incarnation-là, et pour la première fois étant une femme à droite en conquête pour l'Élysée, eh bien peut-être que cette droite qui, après avoir voté il y a tant d'années l'IVG, va tenter maintenant d'envoyer une femme à l'Élysée. Donc il y a une aventure nouvelle qui est en train de bouleverser les plans et les stratégies de campagne du côté d'Emmanuel Macron. Alors dans cette semaine politique agitée, après le meeting de Villepinte d'Éric Zemmour et ses débordements, après son émission politique hier soir et son débat face à Bruno Le Maire, il y a une conférence de presse qui a eu lieu à l'ESCP aujourd'hui. Éric Zemmour est revenu sur certaines de ses déclarations et à une question posée par une étudiante. Écoutez ce qu'il répond sur son inscription dans le paysage politique à moyen et long terme.
créant le parti Reconquête. Est-ce que vous annoncez un engagement politique au service de la France à long terme, indépendamment du résultat du scrutin? Bien sûr. Je ne m'engage pas dans cette bataille à la légère et j'ai bien pesé longtemps, on me l'a reproché. Oui, bien sûr que c'est un engagement à long terme. Je crois vraiment, d'abord, je crois que je vais gagner parce que je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai la meilleure équation politique de cette présidentielle. J'en suis convaincu et plus le temps passe, plus j'en suis convaincu. Et deuxièmement, oui, si par malheur je ne gagnais pas, oui, mon engagement politique n'est pas à court terme. Donc il est persuadé qu'il va gagner, mais quand même s'il ne gagnait pas, il nous prévient qu'il sera plus chroniqueur sur les plateaux de télé. En tout cas, comment est-ce qu'on peut le traduire? Ça veut dire qu'il n'est pas si sûr que ça de gagner, en tout cas, s'il a déjà préparé l'après. Mais ça veut dire aussi que de toute façon, on pouvait penser légitimement que Éric Zemmour était candidat une fois et que s'il perdait, il arrêtait et puis il faisait autre chose. Et donc du coup, son parti s'inscrit vraisemblablement dans l'élection d'après, qui est celle des élections législatives. Éric Zemmour a plusieurs difficultés. Tout d'abord, sur la question du meeting et de sa dernière interview sur l'Élysée 2022, il a plutôt réussi sa mue de polémiste à candidat. Par contre, les bienfaits de cette mue ont été marqués par les violences et donc du coup par rapport au premier meeting, on retiendra uniquement les violences, alors que normalement le premier meeting est le plus important, il donne la tonalité de cette campagne, de votre campagne. En 2012, François Hollande s'était marqué par Mon ennemi c'est la finance. 2007, Nicolas Sarkozy sur Je suis un enfant de sang mêlé, etc. Et donc du coup, surtout il ne gagne pas de points. Et c'est là la difficulté, c'est la deuxième difficulté, c'est que normalement, quand vous faites un meeting, vous gagnez entre 2 et 3 points sur le premier meeting, pas sur les petits meeting, mais sur le premier meeting, vous gagnez 2-3 points. Et donc, du coup, se pose la question si Éric Zemmour est capable d'élargir son socle électoral qui est intéressé au-delà des questions sécuritaires et immigration. Et je vois une troisième difficulté, c'est son image qui se dégrade très fortement, même auprès des sympathisants de droite. J'ai noté que par rapport aux sympathisants de droite, qui votent plutôt à droite, qui sont sa cible électorale, il y a 59% des sympathisants de droite qui sont très, très en rejet par rapport à Éric Zemmour, donc qui ne sont pas susceptibles de voter pour lui. Et donc, au fur et à mesure, Éric Zemmour devait élargir son socle électoral pour éventuellement se qualifier au second tour et éventuellement battre Emmanuel Macron, mais là c'est son socle électoral du premier tour qui se réduit, qui limite fortement ses chances de victoire. Alors Mickaël, il y en a une qui accepte désormais de débattre avec Éric Zemmour, maintenant qu'il est candidat, c'est Marine Le Pen. Oui, et c'est peut-être une manière de le piéger en fait. C'est-à-dire? Parce qu'elle voit bien maintenant qu'il est entré dans l'atmosphère. Donc il est candidat, donc ça veut dire qu'il n'est plus sur son piédestal éditorialiste, ça veut dire qu'il est maintenant critiqué, interpellé, questionné, voilà, et bien évidemment critiquable, mais surtout questionnable. Et les Français vont commencer à voir vraiment quel est le projet. Donc elle peut maintenant effectivement aller le provoquer en duel singulier et régler ce qui est au fond l'aspect absolument inédit de cette campagne 2022, c'est-à-dire la primaire à l'extrême droite. Et qui apportera aussi électoralement un réservoir de voix à la personne qui arrivera des deux en tête. Pour pouvoir ensuite négocier la suite de la vie politique, c'est-à-dire les circonscriptions, les rapports de force, les élus. Une question à présent. Emmanuel Macron va-t-il descendre dans l'arène? Pas encore candidat, mais déjà en campagne. Le président de la République a multiplié les prises de parole cette semaine et les rencontres avec les Français à l'écoute de leur doléances. Une manière de garder de la hauteur, de la distance face aux critiques qui le visent, notamment, justement, on en parlait à l'instant, celle d'Éric Zemmour. Puisque pour Éric Zemmour, le président représente, je cite, un grand vide. Alors pour combien de temps encore Emmanuel Macron pourra échapper à la confrontation? Réponse avec Anne-Laure Bance, Valérie Violet, Stéphanie Zenati, Yves Cointe et Bertrand Séguier. Sous les dorures de l'Élysée, le décor solennel est planté. Une centaine de journalistes est accrédité. Assis au premier rang, les ministres les plus importants écoutent le chef de l'État pour cette deuxième conférence de presse du quinquennat. Un événement consacré à la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain. C'est tout à la fois un rôle qui consiste à pousser évidemment nos priorités, nos ambitions, notre propre agenda. Emmanuel Macron livre un plaidoyer pour l'Europe pendant près de 2 heures. Mais à 5 mois de l'élection présidentielle, la question de sa candidature s'est évidemment posée. Le mandat que m'ont confié les Françaises et les Français, je l'exercerai jusqu'au dernier quart d'heure. Et donc les défis qui sont les nôtres, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient migratoires, qu'ils soient énergétiques, impliquent des choix. Dites-moi la date à laquelle il faut s'arrêter de travailler démocratiquement. C'est la fin du mandat.
Emmanuel Macron montre l'image d'un président au travail et au-dessus de la mêlée. Mais entre les lignes, il distille des messages contre ses adversaires, notamment Éric Zemmour, sans jamais le nommer. Et aimer la France et respecter les Français, c'est au fond avoir une certaine idée de la grandeur de la France. C'est respecter la dignité de chaque Française et de chaque Français. Parce que c'est ce faisant respecter la dignité de notre nation. Est-il impatient de monter sur le ring? Ses adversaires, en tout cas, multiplient les piques à son encontre. Un fantôme ou encore un mannequin. C'est ainsi qu'Éric Zemmour qualifie le chef de l'État. Invité chez Jean-Jacques Bourdin, le candidat charge Emmanuel Macron. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis, oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Une attaque aux accents aussi violents que lors de sa diatribe contre le président, 2 jours auparavant, lors de son premier meeting de campagne à Villepinte. Devant au moins 11 000 partisans, Éric Zemmour pilonne le président. Trouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun, pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il est personne. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est, à lui tout seul, le grand vide, le gouffre. Et il n'est pas le seul à s'en prendre à Emmanuel Macron. Au même moment, à 20 km de là, en meeting lui aussi, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se montre impatient d'en découdre avec le chef de l'État. Alors bon, dans tout ça, il nous en manque un, c'est M. Macron, qui lui fait le gars qui n'est pas candidat pour pouvoir abuser plus longtemps de la fonction. Eh bien, je lui dis que lui aussi, il doit avoir l'honnêteté pour faire vivre la démocratie, de venir dans l'arène, d'accepter de débattre, et notamment des sujets que je lui ai proposés. Emmanuel Macron entretiendrait-il pour l'instant en tout cas le mélange des genres entre un président candidat et un candidat président? Merci d'être venu dans le Cher, monsieur le président. Je suis ravi d'être là. C'est la première fois qu'on voit un président. Ravi d'être là. Un numéro d'équilibriste au cours duquel il se retrouve obligé de commenter la campagne de ses adversaires politiques et de répondre à mi-mot aux critiques dont il est devenu la cible. Oui, par exemple, M. Zemmour. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu... Non, il faut apaiser tout ça. Ah oui, non, ça va apaiser. Voilà. Et il faut... Moi, je suis pour, honnêtement. Non, mais je pense qu'il faut... Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme. Oui. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance. Emmanuel Macron tente ici de rester dans son rôle de chef de l'État. Même si lors de ce bain de foule aux allures de déplacement de campagne, certains habitants le pressent un peu, quitte à brûler les étapes. Vous êtes parfait, donc j'espère que vous allez être réélu et je ferai pour vous. Il faut qu'il soit candidat pour l'instant. Vous serez réélu. Je ferai pour vous. C'est gentil. Emmanuel Macron botte en touche et continue d'entretenir le flou autour de sa candidature. Monsieur le Président, comment vous pouvez dire que vous êtes en campagne là? Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? J'ai fait ça depuis 4 ans et demi. Les bains de foule, ça faisait un peu de temps quand même. Mais avec beaucoup de vigilance, je ne serre pas les mains et nous gardons le masque. Mais à chaque fois que je me déplace, parfois pour le meilleur et d'autres fois pour le pire, je vais au contact de nos compatriotes pour écouter les difficultés, parfois les colères, d'autres fois les propositions ou les enthousiasmes, mais j'ai toujours fait ça. Une campagne qui ne dit pas son nom. Le président compte jouer sur tous les tableaux le plus longtemps possible. Emmanuel Macron, il sera candidat le plus tard possible. On nous dit entre fin janvier et début février. Son modèle, c'est Jacques Chirac, 2002, déplacement à Avignon. Une question lui est posée par la maire à l'époque. Êtes-vous candidat? Il répond oui. Point final. Et c'est ce que pourrait faire Emmanuel Macron. Mercredi, il s'est rendu à Vichy, officiellement, un déplacement sur les problématiques des villes moyennes. À chaque déplacement, il envoie des petits éléments, des petits signaux à l'électorat de droite, de la gauche aussi ou de l'extrême droite, pour dire, vous voyez, c'est moi le président qui ai tenu le coup pendant 5 ans. Mais à Vichy, son déplacement avait une forte connotation symbolique, comme un écho aux propos d'Éric Zemmour, accusé de vouloir réhabiliter le rôle de Pétain durant l'occupation. Président, présentez-nous l'extrême droite.
me battrai de toutes mes forces. Ah, merci. De toutes mes forces. Vraiment. 1h30 de déambulation à la nuit tombée, au milieu d'un public conquis. Une manière de répondre à ceux qui l'accusent d'être déconnecté des Français et l'occasion de se poser en rempart contre l'extrême droite. Alors, si vous avez été attentif pendant le reportage, il y a 3 mots-clés qui méritent d'être soulignés, en tout cas selon Michaël Darmon: hauteur, calme et bienveillance. C'est ce que dit le président de la République lors du reportage. Oui, c'est sa feuille de route de comportement et de campagne pour pouvoir justement montrer qu'il est au-dessus de cette mêlée, de cette hystérie, de ce bruit, cette fureur, de cette pré-campagne à laquelle on a assisté. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une manière aussi pour lui, je dirais, de se gendarmer. Parce que souvenons-nous, au début de son mandat, on a vu un Emmanuel Macron qui s'est comporté comme il est, aimant la controverse, avec le sens de la répartie, parfois cinglante. Lorsque des retraités ou des personnels soignants se plaignaient de leurs conditions, il les écoutait puis il leur disait: mais oui, mais il faudra réformer, oui, mais il faudra payer. Cette fois-ci, c'est plus pareil. On vient l'aborder et là, il est avec beaucoup d'attention, beaucoup une humilité. Tout ça, c'est aussi le résultat de réflexions depuis de longs mois avec son équipe sur la manière dont il est perçu. Ils savent parfaitement comment il est perçu. Donc Emmanuel Macron parlait français. Ils connaissent parfaitement cette image qu'il a de déconnexion, de non-ancrage dans le territoire. C'est pourquoi on a assisté au long entretien dans la revue Zadig sur ma géographie intime, sur la manière qu'il a de faire ce tour de France pour se remettre à hauteur de français, comme ils disent. Donc il y a cet enjeu de dire: je dois partir à la rencontre de ces Français avec lesquels ça a été difficile quand même pendant 5 ans. Il y a eu beaucoup de crises, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites. Il y a eu des affrontements. Et de ce point de vue-là, il a beaucoup incarné ce type d'affrontement. Donc on sent bien depuis quelques mois déjà, c'est pas nouveau, mais évidemment ça va monter en gamme. Il y a cette tentative de reconnexion. William T, c'est tenable, ce double positionnement, pas encore candidat, mais déjà en campagne. Est-ce qu'il peut tenir longtemps comme ça? C'est une critique que feront ses opposants, et c'est à chaque élection présidentielle, à chaque fois qu'un président est sortant, chaque fois les opposants critiquent le président sortant, disant qu'il est à la fois président et à la fois candidat. Pour revenir sur ce que disait Michaël Darmon, en fait, on voit un changement de posture sur Emmanuel Macron. En 2017, il était vu comme quelqu'un d'audacieux, très réformateur, capable de cliver, que ce soit à la fois au sein du Parti socialiste lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande, et également l'opinion lorsqu'il a fait les différentes réformes, SNCF, retraite, etc. Ou même sur la question des gilets jaunes. Là, on voit dans les mots qui sont employés un changement de posture, et je pense qu'il est en train de s'inspirer en fait de la campagne de François Mitterrand, qui est le grand modèle de campagne de réélection de 88, la France unie, et donc avec des thématiques découlant en termes de caractéristiques qui sont beaucoup plus sur l'apaisement et par rapport à la capacité de rassemblement. Est-ce que Emmanuel Macron est vu comme quelqu'un de très rassembleur? Lorsqu'il était seul face aux Français, notamment face aux gilets jaunes, effectivement les Français diront que non, mais l'élection présidentielle est une affaire de comparaison. Donc est-ce que Emmanuel Macron est plus rassembleur notamment que Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Oui, forcément. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est de savoir comment va se passer les prochaines semaines en termes de dynamique de sondage. Ce qu'il doit noter notamment pour savoir s'il doit accélérer son entrée en campagne. Premièrement, il est président de l'Union européenne, donc ça va être compliqué pour lui. On est d'accord que les deux agendas vont sans cesse se chevaucher. Et en fait, je pense que la difficulté pour eux, ce qu'ils surveillent attentivement, c'est si Valérie Pécresse commence à mordre sur leur électorat, ce qui pourrait enclencher une accélération en termes de campagne. Et ce qu'on lit dans les différents articles, c'est qu'en fait, leur équipe de campagne est prête, au cas où la droite serait capable de récupérer une partie de l'électorat centre-droit qui avait fui Fillon avec les affaires, et ensuite après les Républicains avec François-Xavier Bellamy en 2019. Oui, mais il y a une date de candidature qui est déjà dans les tuyaux. On murmure autour de fin janvier. Mais après, évidemment, tout peut changer quelques jours près. Mais surtout, effectivement, ce qui va certainement changer la donne, c'est si Valérie Pécresse continue à s'ancrer dans cette dynamique. Alors pour l'instant, il faut quand même savoir que cette dynamique, elle est effectivement post-congrès, et qu'on le voit dans les sondages, il y a une volatilité de l'électorat qui se prononce, des sondés qui se prononcent encore sur elle, qui est encore très important. Donc c'est pas très encore stabilisé. Mais il n'empêche qu'évidemment, du côté de l'Élysée, on regarde ça aussi avec attention, parce que si c'est elle qui devient au fond l'adversaire féminine avec laquelle il se construisait, puisque depuis le début de son mandat, il voudrait se retrouver face à Marine Le Pen. Sauf qu'il va peut-être se retrouver face à une femme, et ce sera peut-être Valérie Pécresse. Ce sera peut-être moins facile. Et du coup, ça va changer totalement la donne. Parce que à programme, on va dire, quasi similaire, ou souvent similaire, c'est donc l'équation personnelle qui va changer, qui va déterminer. Et là, ça sera une autre campagne.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour vos éclairages. Dans un instant, c'est Week-end Direct qui est présenté ce soir par Céline Pitlet. Nous, on se retrouve demain à 17h. Bonne soirée sur BFM TV.